Connaissance, recherche, sciences, et sciences mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférence, archéologie, environnement, nature. Bien, bonjour à tout le monde. Donc, merci encore une fois d'être si nombreux, je dois dire. Ça me fait évidemment très plaisir pour suivre ce cours sur les nanomédicaments pour le traitement du cancer. Alors, évidemment, c'est un sujet très important parce que vous savez qu'à l'heure actuelle, il y a effectivement, je dirais, dans l'arsenal thérapeutique, un très grand nombre de médicaments anticancéreux, mais qui se caractérise malheureusement par un certain nombre de limitations ou d'inconvénients en termes de traitement. Alors, ces limitations sont dues en général, vous le savez, à des problèmes de résistance. Et c'est un vrai problème de santé publique à l'heure actuelle, c'est de trouver des médicaments anticancéreux qui ne vont pas induire des mécanismes de résistance. Alors, ces mécanismes de résistance, en fait, sont de deux ordres. Ils sont tout d'abord, je dirais, d'ordre cellulaire, c'est-à-dire qu'ils résultent en fait de mécanismes cellulaires qui sont, par exemple, vous le voyez, une activité altérée de certains enzymes spécifiques comme la topoisomérase ou une réduction de l'activité en déoxycytidine kinase, puisque vous savez que, par exemple, la déoxycytidine kinase est une enzyme intracellulaire qui va phosphoryler des médicaments anticancéreux que sont par exemple les analogues nucléosidiques. Et si vous n'avez pas cette phosphorylation par la déoxycytidine kinase, eh bien vous n'avez pas en fait d'activité anticancéreuse. Vous avez également des phénomènes de résistance qui sont dus, vous le voyez, à l'expression altérée de protéines de transport. Par exemple, on va en parler, je vous en ai parlé au niveau de la leçon inaugurale, les protéines d'efflux qui sont localisées au niveau de la membrane cellulaire et qui vont effluer en effet les molécules d'anticancéreux de l'intérieur de la cellule vers l'extérieur de la cellule. Il y a également, dans certains cas, la réduction de l'expression des transporteurs de nucléosides. Eh bien, tout cela va altérer les phénomènes de transport des médicaments anticancéreux dans les cellules et les cellules vont en effet devenir résistantes. Et puis, vous avez toute une série de mécanismes qui sont liés à l'apoptose. Et c'est ainsi, vous le voyez, que si vous avez une altération des mécanismes d'apoptose, eh bien, vous pourrez avoir là aussi une résistance au traitement par les différents anticancéreux. Donc, voilà un certain nombre de mécanismes de résistance qui sont de type cellulaire. Alors, vous avez aussi des mécanismes de résistance qui ne résultent pas directement de mécanismes cellulaires, mais qui sont plutôt associés aux barrières biologiques, et en particulier, vous le voyez, à l'hétérogénéité de l'endothélium vasculaire. Alors, vous voyez ici, on a représenté tout simplement la vasculature, le torrent circulatoire, avec, vous le voyez ici, les cellules endothéliales. Et évidemment, un médicament anticancéreux, pour être efficace, eh bien, il doit passer du torrent circulatoire, si on fait de l'administration intraveineuse, vers, évidemment, le tissu cancéreux. Or, vous savez qu'au niveau des tumeurs, vous avez ce que l'on appelle une néovascularisation, c'est-à-dire une vascularisation qui va être relativement hétérogène et qui va changer la nature de l'endothélium et qui va parfois induire effectivement des phénomènes de résistance parce que les médicaments vont mal passer à travers cet endothélium vasculaire qui est modifié. Alors, au niveau de la tumeur, eh bien, vous pouvez avoir, vous le voyez, une certaine pression interstitielle. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous comprenez que si la pression intratumorale, la pression au niveau du tissu cancéreux, est supérieure à la pression sanguine, eh bien, quand vous allez injecter des médicaments, ces médicaments ne pourront pas diffuser au niveau de la tumeur et il y aura évidemment un phénomène de résistance. Alors, il y a aussi les propriétés physico-chimiques je dirais, du tissu qui se trouve entre les cellules, du tissu interstitiel qui est composés par exemple de polysaccharides. Ces polysaccharides peuvent être chargés, ont une composition particulière et peuvent dans certains cas s'opposer à la diffusion, je vais dire, de la molécule médicamenteuse vers le centre de la tumeur. Alors ça, c'est ce que l'on appelle les mécanismes de résistance qui sont liés plutôt, vous le voyez, aux barrières
biologiques et physiologiques plutôt qu'à des mécanismes moléculaires au niveau cellulaire. Mais bref, quel est le résultat de tout cela? Eh bien, le résultat de tout cela, c'est que quand on va administrer finalement un médicament anticancéreux, par exemple par voie intraveineuse, et que vous voulez cibler une tumeur que vous voyez ici chez cet animal de laboratoire, eh bien souvent vous ne pourrez le faire que parce que vous allez avoir une déperdition du médicament anticancéreux, vous le voyez, dans d'autres territoires, dans d'autres zones de l'organisme, ce qui va induire une faible activité ou éventuellement, si vous augmentez les doses, une toxicité importante et des effets secondaires. Et puis d'autre part, beaucoup de médicaments anticancéreux, pas tous, mais beaucoup, eh bien, vous le voyez, sont rapidement métabolisés et donc par conséquent inactivés. Je vous en parlerai par exemple avec la gemcitabine. Alors maintenant, c'est pour cela, c'est pour lutter, je dirais, contre ces phénomènes de résistance et contre ces phénomènes de manque d'activité anticancéreuse ou d'effets secondaires qu'on peut concevoir, vous le voyez, des nanovecteurs qui vont contenir une certaine quantité d'un médicament anticancéreux. Alors, comme je l'ai dit au niveau de la leçon inaugurale, mais je vais le redire pour ceux qui n'y étaient pas là, finalement, tous ces nanovecteurs sont constitués, vous le voyez, d'un cœur que j'ai représenté ici en vert et également d'une couronne qui est représentée ici en rouge. Et on peut doter à la fois le cœur et la couronne d'un certain nombre, vous le voyez, de fonctionnalités de manière à rendre ces nanovecteurs intelligents. Alors, quelles sont ces fonctionnalités? Eh bien, le cœur, par exemple, on va le voir, on va pouvoir, bien entendu, encapsuler un médicament anticancéreux. C'est la fonctionnalité de base du cœur du nanovecteur. Mais on peut aussi, comme je vais vous le montrer par quelques exemples précis, induire une libération du médicament ou une réponse du nanovecteur à un stimulus ou à des stimuli extérieurs, une modification de pH, une modification de force ionique, un champ magnétique, etc. Mais on peut aussi équiper, vous le voyez, la couronne d'un certain nombre de fonctionnalités. Par exemple, une fonctionnalité dont on a largement parlé lors du cours précédent, qui est la furtivité, et qui, vous allez le voir, est liée à l'activité anticancéreuse. Et l'autre élément, et on va voir tout cela dans le détail, c'est que l'on va pouvoir mettre des ligands au niveau de la couronne pour avoir finalement des nanovecteurs qui vont être adressés au niveau tumoral, à l'échelle, cette fois-ci, je dirais, moléculaire. Alors, on va voir tout d'abord les problèmes liés ou la fonctionnalité associée à l'encapsulation qui se fait généralement dans le cœur du nanovecteur. Alors, premier exemple, première illustration que je voudrais vous donner, c'est un travail que nous avons réalisé dans le laboratoire il y a déjà un certain nombre d'années et qui a abouti à un médicament qui est en essai clinique à l'heure actuelle et qui est basé sur le développement de nanovecteurs à base de polyalkylcyanoacrylate que l'on a chargé, vous le voyez, en doxorubicine, qui est un médicament anticancéreux. Alors, comme on l'a vu au cours précédent, eh bien, tous ces nanovecteurs administrés par voie intraveineuse, et je ne reviendrai pas sur ce point, vont être opsonisés et vont terminer leur course, si je puis dire, après administration intraveineuse, vous vous en rappelez, au niveau principalement du foie. Et l'idée, évidemment, était de se dire, puisque ces vecteurs nanoparticulaires vont se concentrer sur des véritables navettes qui sont capables d'amener le médicament au niveau du foie, eh bien, on va essayer de traiter des pathologies hépatiques. Et la première pathologie que l'on a voulu traiter, ce sont les métastases hépatiques. Alors, vous voyez, dans la partie inférieure gauche de cette diapositive, eh bien, on a tout simplement injecté par voie intraveineuse des cellules tumorales, c'est un histiocytosarcome, peu importe, et vous voyez que 16 jours après la greffe, eh bien, les animaux de laboratoire vont développer à peu près entre 140 et 150 métastases au niveau du foie. Alors, on peut évidemment traiter ces animaux en faisant une injection intraveineuse de doxorubicine sous une forme galénique traditionnelle, c'est-à-dire sous forme d'un injectable classique. Alors, vous voyez très bien qu'à la dose de 2,5 mg par kilo, eh bien, le médicament est tout à fait inefficace, il n'y a pas d'inhibition des métastases. À 5 mg par kilo, vous voyez qu'effectivement, c'est un médicament anticancéreux qui a une activité, on a une réduction tout à fait significative du nombre de métastases hépatiques. Mais à 7,5 mg par kilo, on voit apparaître
encore une petite diminution du nombre de métastases, mais surtout on voit apparaître des animaux qui vont mourir, et qui vont mourir non pas de leur métastase, mais de la toxicité du produit, qui en réalité a essentiellement une toxicité cardiaque. Et sur l'autoradiographie, vous voyez le cœur ici. Vous allez voir pourquoi je vous montre cet endroit au niveau de l'autoradiographie. Donc une toxicité cardiaque à 7,5 mg par kilo et à 10 mg par kilo, plusieurs animaux, encore plus, vont mourir de toxicité cardiaque. Alors vous voyez que là, c'est vraiment l'illustration du vrai problème du traitement du cancer. C'est que vous avez finalement des agents chimiothérapeutiques qui sont relativement efficaces, mais avec une fenêtre de tir extrêmement étroite entre l'activité thérapeutique qui est à 5 mg par kilo et qui n'est pas totalement suffisante pour éradiquer l'ensemble des métastases hépatiques, et 7,5 mg par kilo où on voit apparaître de la toxicité. Donc vous voyez que la fenêtre de tir en termes de dose est relativement étroite. Alors l'idée, ça a été de dire, eh bien, on va encapsuler cette doxorubicine dans des nanoparticules. Du fait que ces nanoparticules ciblent le tissu hépatique, on va avoir une activité améliorée. Et c'est effectivement ce que l'on observe. Vous voyez qu'à 2,5 mg par kilo en rouge, sous forme de nanoparticules, on a déjà une inhibition d'à peu près 60 à 70% du nombre de métastases hépatiques. À 5 mg par kilo, on a pratiquement débarrassé les animaux de toutes leurs métastases hépatiques. Et vous voyez qu'on peut même aller jusqu'à 10 mg par kilo sans toxicité cardiaque du produit. Pourquoi? Parce que vous le voyez au niveau de cette autoradiographie, quand on injecte ces nanoparticules, on va dans le foie, mais on ne va pas au niveau du tissu cardiaque. Et donc, on va détourner, je dirais, le médicament de sa cible toxicologique cardiaque, et donc on va améliorer l'index thérapeutique parce que d'une part, on va vectoriser au niveau du foie, mais d'autre part aussi parce qu'on va réduire la toxicité cardiaque, donc on va augmenter la tolérance du produit, et donc, si vous voulez, d'une certaine manière, on va pouvoir aussi administrer des doses plus importantes et donc, par ce biais-là, être plus efficace. Alors, il faut savoir qu'en cancérologie expérimentale, on ne fait pas que compter des métastases au niveau hépatique, on fait aussi de l'histologie. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire une biopsie, comme on fait en clinique, c'est-à-dire qu'on va prélever, si vous voulez, au niveau des animaux traités par la doxorubicine sous forme libre, à 5 mg par kilo ou par les nanodoxorubicine. On va prélever un petit morceau de tissu, on va regarder tout simplement l'histologie, et vous voyez qu'avec la doxorubicine libre, vous avez un nombre considérable de cellules tumorales, et que par contre, sous forme de nanoparticules, on a encore une micrométastase que vous voyez ici, mais on a pratiquement débarrassé le foie de ses métastases hépatiques. Alors plus récemment, et ça j'en ai parlé aussi au niveau de la leçon inaugurale, mais j'y reviens pour ceux qui n'y étaient pas, on s'est rendu compte qu'en plus de ce ciblage hépatique, on pouvait contourner des phénomènes de résistance dont je vous ai dit que c'était un des problèmes majeurs en termes de traitement du cancer. Pourquoi? Eh bien parce que, en fait, quand on va encapsuler la doxorubicine dans ces nanosphères, on va finalement masquer, on va camoufler la doxorubicine de sa reconnaissance par ces fameuses protéines d'efflux qui sont localisées au niveau de la membrane cellulaire et qui vont effluer la doxorubicine de l'intérieur vers l'extérieur de la cellule. Et vous voyez que ce mécanisme de résistance, il est dramatique parce qu'ici, on a cultivé tout simplement, vous voyez, des cellules cancéreuses qui est en fait un carcinome hépatocellulaire humain, d'origine humaine. Vous voyez ici, c'est une échelle logarithmique, que si on incube des concentrations croissantes en doxorubicine, eh bien, vous voyez très très bien qu'en réalité, il n'y a absolument aucune activité de la doxorubicine. Si par contre vous camouflez la doxorubicine dans ces nanoparticules de cyanoacrylate, eh bien, vous voyez que vous allez restaurer la sensibilité de ces cellules cancéreuses résistantes à la drogue, puisque vous le voyez, pour une concentration de 1 microgramme par millilitre, on va tuer à peu près 50% des cellules cancéreuses. Donc vous voyez qu'on a contourné le phénomène de résistance. Et puis avec Christian Trépeau, on a montré que tout ça marchait in vivo, notamment sur un modèle de souris transgénique qui va développer naturellement un carcinome hépatocellulaire. Vous voyez que quand on traite ces animaux par la doxorubicine encapsulée dans des nanoparticules de polyisoxylcyanoacrylate, peu importe le terme un petit peu compliqué, eh bien que vous fassiez l'analyse par analyse tunnel ou par comptage histologique, vous voyez bien que vous avez un nombre important, dans tous les cas tout à fait significatif,
des cellules tumorales qui vont entrer en apoptose, c'est-à-dire en mort cellulaire, ce qui n'est pas le cas, vous le voyez, quand vous traitez les animaux par la doxorubicine sous forme libre, ou bien entendu quand vous traitez les animaux par des nanoparticules qui ne contiennent pas le médicament anticancéreux, ou quand vous traitez les animaux, bien sûr, par un placebo qui est du glucose à 5%. Donc vous voyez que réellement, la manière de donner la doxorubicine sous forme de nanotechnologie est extrêmement importante en termes de contournement de phénomènes de résistance. Et puis, je vous le disais, actuellement, eh bien, ce produit est développé par la société BioAlliance, donc il est en essai clinique de phase 2. Je vous donne simplement un exemple. Il faut savoir que les pathocarcinomes résistants, il n'y a pas de traitement à l'heure actuelle. Alors, je vous montre simplement le cas d'un patient qui fait partie des répondeurs. Vous voyez, il y a des répondeurs, il y a des patients qui vont avoir leur maladie stabilisée. Malheureusement, il y a des patients qui vont progresser comme s'ils n'étaient pas traités. Mais parmi les répondeurs, eh bien, vous voyez par exemple ce patient, vous voyez très très bien ici en imagerie IRM l'hépatocarcinome qui est MDR résistant, hein, tout ça a été bien identifié, on le voit très bien ici. Vous voyez qu'on a traité ce patient par une seule injection de 30 mg par mètre carré, et vous voyez que 4 semaines après le traitement, eh bien, on voit très très bien apparaître la nécrose totale de la tumeur. Donc vous voyez que ça, c'est une tumeur qui répond particulièrement bien au traitement. Et je vous rappelle, traitement qui actuellement, il n'y a pas d'autre possibilité de traitement à offrir à ces patients. On est toujours dans la fonctionnalité de l'encapsulation. Alors là, vous avez vu qu'on a encapsulé une molécule. On peut maintenant aussi encapsuler 2 molécules. Et je voudrais vous illustrer ça par une publication qui est parue relativement récemment dans Nature, par un groupe du MIT à Boston, et qui a eu, à mon sens, une idée extrêmement astucieuse d'encapsuler dans un nanovecteur 2 médicaments anticancéreux qui vont taper, je dirais, sur 2 cibles biologiques différentes. Il s'agit d'une part de la doxorubicine, encore une fois, qui est un intercalant de l'ADN et qui va aller directement tuer les cellules tumorales. Et puis d'un autre médicament qui est la combrestatine, qui est un médicament qui est seulement liposoluble, qui lui ne va pas taper directement sur les cellules cancéreuses, mais qui va désorganiser l'endothélium vasculaire de la tumeur. Alors vous savez que la tumeur a besoin d'avoir une néovascularisation pour être nourrie correctement. Eh bien la combrestatine va désorganiser complètement l'endothélium vasculaire, va dégrader, si je puis dire, détruire l'endothélium vasculaire. Alors, qu'ont fait ces chercheurs? Eh bien, ils ont pris la doxorubicine, dont vous voyez la formule ici. Ils ont couplé la doxorubicine à un polymère biodégradable dont on a parlé au premier cours, à savoir un acide lactique coglycolique. Ils ont fait de la nanoprécipitation et vous voyez que la doxorubicine, ici en noir, se trouve dans le cœur de ce polymère biodégradable. Et puis, ces chercheurs, ils ont recouvert le nanovecteur, vous le voyez, par un lipide, par une couche de lipides, et ils ont dissous la combrestatine dans cette couche de lipides. Alors je dis que c'est un vecteur intelligent, pourquoi? Eh bien parce que si on étudie, vous voyez ça dans la partie inférieure de la diapositive, si on regarde la cinétique de libération des 2 médicaments, eh bien la combrestatine qui est en surface va être libérée la première, et puis elle va donc ensuite faire les dommages à l'endothélium vasculaire, et puis vous le voyez, la doxorubicine va être libérée ensuite. Elle n'aura plus à passer l'endothélium vasculaire, elle n'aura plus à passer cette barrière qui a été désorganisée par la combrestatine, et donc la doxorubicine va pouvoir exercer directement son activité sur les cellules tumorales. Alors, est-ce que ça marche? Eh bien, tout d'abord, on va regarder si ça marche en culture cellulaire en faisant ce que l'on appelle une coculture. Alors, en fait, ils ont réalisé ici une culture, d'une part, des cellules endothéliales, des cellules donc des capillaires, qu'on appelle les cellules endothéliales, qui sont marquées ici en rouge par un anticorps monoclonal anticellule épithéliale marqué à la rhodamine. Et d'autre part, donc ces cellules-là apparaissent en rouge, et d'autre part, vous le voyez, les cellules cancéreuses apparaissent en jaune parce qu'on les a transfectées avec le gène de la green fluorescent protein et qui va donc rendre tout simplement, pour faire simple, ces cellules jaunes. Donc les cellules tumorales sont jaunes, les cellules endothéliales sont rouges. Alors ensuite, on va incuber cette coculture avec, vous le voyez, la combrestatine. Eh bien, la combrestatine, vous le voyez, après 30 heures, va tuer toutes les cellules rouges, les cellules endothéliales.
elle n'aura aucune activité sur les cellules de mélanome en jaune. Si on traite maintenant la coculture par la doxorubicine pendant 30 heures, la doxorubicine va tuer les cellules de mélanome, les cellules jaunes cancéreuses, mais ne va pas toucher aux cellules endothéliales qui sont les cellules rouges. Maintenant, si on recommence la même expérience avec le nanovecteur qui contient à la fois la doxorubicine et la combrestatine, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'après 12 heures, je vous l'ai dit, on va d'abord libérer la combrestatine. Donc la combrestatine va tuer dans un premier temps les cellules endothéliales rouges, vous voyez qu'elles ont disparu après 12 heures, et après 30 heures, la doxorubicine est libérée, elle tue également les cellules tumorales de mélanome, et donc vous voyez qu'ici, pratiquement, et les cellules endothéliales et les cellules de mélanome ont disparu grâce à la co-encapsulation des deux médicaments. Alors, vous voyez ici dans la partie inférieure droite de la diapositive qu'en réalité, on est beaucoup plus efficace quand on incube avec les cellules cancéreuses les nanoparticules qui contiennent la doxorubicine et la combrestatine que quand on incube la doxorubicine sous forme libre ou la combrestatine sous forme libre. Donc, in vitro, on a un gain d'activité qui est tout à fait considérable. Que se passe-t-il maintenant in vivo? Eh bien, on a étudié, enfin, ces chercheurs, encore une fois, de Boston, ont étudié deux modèles. D'une part, le Lewis lung carcinome, qui est un carcinome pulmonaire, que vous voyez ici en clair, et le mélanome, que vous voyez ici en noir. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bien, classiquement, vous le verrez, je vous montrerai d'autres exemples. On injecte les cellules cancéreuses par voie sous-cutanée, et puis, vous le voyez, on va suivre, pour le mélanome et pour le Lewis lung carcinome, on va suivre l'évolution, vous le voyez, de la masse tumorale. Alors là, on a découpé les tumeurs. Alors, vous voyez très bien que si vous injectez le placebo du véhicule du glucose à 5%, eh bien, vous voyez que pour les deux tumeurs, vous allez avoir une augmentation considérable de la masse tumorale que vous voyez ici et là. Si vous traitez maintenant l'autre extrême, ces animaux avec les nanoparticules qui contiennent à la fois la doxorubicine et la combrestatine, c'est ce que vous voyez ici en violet, eh bien, vous voyez que les tumeurs ont pratiquement disparu. Dans tous les cas, vous le voyez ici, elles sont relativement petites. Si vous traitez maintenant par toutes les autres combinaisons, c'est-à-dire, vous le voyez, les nanoparticules qui sont chargées seulement en doxorubicine, c'est ce que vous avez ici en bleu. Les liposomes qui sont chargés seulement en combrestatine, c'est ce que vous voyez en vert. Ou un mélange en bleu plus foncé de nanoparticules qui contiennent de la doxorubicine et d'autre part des liposomes qui contiennent de la combrestatine, bien vous voyez qu'on n'a jamais l'efficacité de la nanoparticule avec les deux médicaments dans la même nanoparticule. Et si vous regardez ici dans la partie inférieure gauche de la diapositive, on a mesuré cette fois-ci non plus l'évolution de la masse tumorale, mais la survie des animaux. Vous voyez que, en fait, les animaux non traités vont mourir après à peu près une vingtaine de jours. Les animaux traités, vous le voyez, par les liposomes de combrestatine et la doxorubicine sous forme libre, vont mourir à peu près après 30 jours, mais elles vont mourir. Et vous voyez qu'avec les nanoparticules qui contiennent les deux médicaments, eh bien, vous voyez très très clairement qu'on va en fait avoir ce qu'on appelle des survivants long terme, c'est-à-dire qu'à peu près 80% des animaux seront guéris. Donc, vous voyez que on peut, c'est le message principal, c'est qu'on peut associer 2, pourquoi pas plus tard 3, 4 médicaments qui vont taper sur des cibles cancéreuses qui sont différentes et donc complémentaires et donc potentialiser l'effet anticancéreux. Deuxième encapsulation, première fonctionnalité du cœur. Deuxième fonctionnalité du cœur, c'est avoir un cœur qui va répondre à un stimulus extracorporel. Alors, j'aurais pu évidemment citer un travail qui a été fait dans l'équipe de mon ami Jean-Christophe Leroux, mais comme il va vous parler tout à l'heure, je ne l'ai pas fait. Et donc, j'ai choisi de vous donner un exemple d'un nanovecteur qui est pH sensible, donc qui va réagir à une modification de pH et qui a été développé, vous le voyez, par une équipe coréenne. Alors, quelle est l'idée? Eh bien, l'idée, en fait, c'est de faire cette fois-ci, alors on n'a pas fait des nanoparticules, on va changer de domaine, on a fait des micelles d'IPH sensibles. Alors, vous le voyez, on va prendre tout simplement en bleu, un polyéthylène glycol pour éviter la capture par le foie. On a vu tout ça au cours précédent.
On va coupler ce polyéthylène glycol à un polymère de polyaspartate, que vous voyez ici en violet. Et le polyaspartate, donc on va avoir un copolymère de polyéthylène glycol polyaspartate. Et le polyaspartate, en fait, va être couplé à la doxorubicine, vous voyez toujours ce même médicament anticancéreux, par l'intermédiaire d'une liaison hydrazone. Alors, qu'est-ce qui se passe quand vous allez avoir une diminution de pH? Et vous savez, on l'a vu au deuxième cours, quand vous avez de l'endocytose, que vous êtes dans des endosomes ou dans des lysosomes, vous savez qu'il y a une diminution de pH. Et c'est là qu'on veut libérer le médicament. C'est quand le nanovecteur est rentré dans la cellule. Eh bien, quand vous aurez cette diminution de pH, vous allez avoir une hydrolyse de la fonction hydrazone et une libération de la doxorubicine. C'est ce que l'on appelle un micelle intelligent et pH sensible. Alors, vous le voyez ici en bas en termes je dirais, de libération in vitro. Si vous prenez ces nanomicelles et que vous les incubez à des pH de plus en plus faibles, eh bien, vous voyez que vous allez avoir une libération de la doxorubicine qui va devenir de plus en plus importante et de plus en plus rapide. Vous voyez donc bien qu'in vitro, c'est bien, je dirais, un vecteur qui est pH sensible. Alors, que se passe-t-il par rapport aux cellules cancéreuses? Alors ici, ce que l'on a fait, c'est que l'on a fait pousser des cellules tumorales en tridimensionnel, c'est de la culture de tissu, sur ce que l'on appelle des sphéroïdes. Donc on a un support et puis les cellules vont croître, je dirais, en tridimensionnel. Et grâce au colorant Hoechst, vous voyez, on va pouvoir marquer, c'est ce que vous voyez apparaître en bleu, on va pouvoir marquer le noyau des cellules. Ensuite, on va traiter les cellules par la driamycine ou la doxorubicine, c'est la même chose. Alors vous allez dire, mais pourquoi est-ce qu'on utilise toujours cette molécule? En fait, les chercheurs, ils aiment bien cette molécule anticancéreuse parce qu'elle est fluorescente. Et elle va fluorescer dans le rouge. Alors, si on regarde maintenant, à 1 heure après incubation, des sphéroïdes avec les micelles pH sensibles, 3 heures et 24 heures, eh bien, vous voyez que ces sphéroïdes deviennent rouges après 24 heures. Ça veut dire que la doxorubicine a été libérée au niveau intracellulaire. Et vous pouvez même étudier la superposition, vous le voyez, du bleu, qui est vraiment la couleur du noyau, et du rouge, qui est la couleur du médicament qui a été libéré en intracellulaire, et vous avez du rose. Ça veut dire que la doxorubicine, qui est bien un intercalant de l'ADN, a bien été libérée dans les lysosomes suite à une diminution de pH et a bien diffusé au niveau du noyau. Et vous en avez la preuve tout simplement si vous grossissez après 24 heures les noyaux. Encore une fois, vous voyez les noyaux ici en bleu, la doxorubicine en rouge, et vous voyez que tous les noyaux sont roses, c'est-à-dire que vous avez une surimposition à la fois de la doxorubicine et, je dirais, du bleu Hoechst des noyaux, ce qui vous prouve bien qu'il y a eu une vectorisation de la molécule au niveau intracellulaire vers sa cible nucléaire. Alors, est-ce que tout ça se traduit par un gain in vivo? Eh bien oui, je ne vais pas être long là-dessus parce que ça, on en a suffisamment parlé au cours précédent. Si vous injectez, vous le voyez, l'adriamycine ou la doxorubicine sous forme libre, vous allez avoir une clairance plasmatique, on l'a vu au cours précédent, extrêmement rapide, une disparition très rapide de la molécule médicamenteuse, d'où sa faible efficacité. C'est ce que vous voyez ici. Et vous le voyez, des faibles concentrations au niveau de la tumeur. Inversement, si vous injectez la molécule en bleu sous forme de nanomicelle, vous voyez qu'elle va rester beaucoup plus longtemps dans le torrent circulatoire et donc il va y avoir de l'extravasation par effet EPR, comme on l'a vu au cours précédent, au niveau de la tumeur. Et c'est ce que vous pouvez voir ici si vous faites, grâce à la fluorescence de la doxorubicine, si vous faites de la microscopie confocale, vous pouvez bien voir la doxorubicine qui a diffusé dans les tumeurs. Ça, ce sont les propriétés du cœur. Maintenant, je vous le disais, on peut également doter la couronne d'un certain nombre de propriétés. Alors, autre propriété du cœur, avant de passer à la couronne, c'est vrai, on peut faire des vecteurs qui vont répondre à un champ magnétique extracorporel. Alors, je vais vous donner un exemple extrêmement rapide qui a été développé récemment dans notre laboratoire. En réalité, l'idée est la suivante, c'est qu'on a développé, vous le voyez, des nanotechnologies et on a inséré dans le cœur de ces nanotechnologies des particules ultra fines d'oxyde de fer. Parce que vous savez que les oxydes de fer, en fait, sont sensibles
à un champ magnétique extracorporel. Et donc, vous voyez, l'idée, c'est d'avoir un vecteur qui contient évidemment un médicament anticancéreux, mais qui en plus, vous le voyez, c'est ce que vous voyez en noir, contient ces fameuses petites particules ultra fines d'oxyde de fer. Et l'idée, c'est d'attirer ce vecteur qui a un médicament anticancéreux grâce à un champ magnétique extracorporel qu'on va, vous le voyez, positionner au niveau de la tumeur. Alors, vous voyez très bien que ça marche, hein. Voilà l'évolution. Alors, on va greffer les cellules tumorales, qui sont des cellules de leucémie L12-10. On va greffer les cellules tumorales par voie sous-cutanée. Vous voyez l'évolution de la tumeur lorsqu'on ne va pas traiter les animaux, donc on va laisser les animaux tels quels. Ils vont avoir une masse tumorale qui va évoluer extrêmement rapidement. Si on traite les animaux par le médicament anticancéreux traditionnel, eh bien, vous voyez qu'on va avoir une évolution de la masse tumorale qui est la même. Encore une fois, c'est une tumeur qui est résistante et qui pose problème au traitement, puisque la gemcitabine, l'anticancéreux, n'a pas d'activité. Ensuite, on va injecter notre anticancéreux avec les particules d'oxyde de fer, mais on ne va pas mettre de champ magnétique extracorporel. Alors, vous voyez, parce qu'on a une forme nanoparticulaire, on va déjà améliorer le traitement. Il y a une inhibition de la croissance tumorale, mais vous voyez qu'après une dizaine ou une quinzaine de jours, on a une repousse de la tumeur. Et par contre, maintenant, si vous positionnez l'aimant, eh bien, vous voyez très clairement que vous allez réduire, vous allez même avoir une réduction considérable de l'évolution de la masse tumorale. Et donc, typiquement, ça, c'est un nanovecteur avec un cœur qui est sensible à un champ magnétique extracorporel. Maintenant, je vous le disais, on va passer aux caractéristiques de la couronne. Première caractéristique, c'est la furtivité. Encore une fois, je n'y reviens pas, on en a parlé au cours précédent. Pour ceux qui n'étaient pas là au cours précédent et très rapidement, l'idée de la furtivité, c'est de recouvrir les nanovecteurs avec des polymères hydrophiles et flexibles en rouge, qui sont pratiquement toujours les polyéthylène glycols, qui vont empêcher, vous le voyez en vert, les protéines plasmatiques de s'absorber sur ces vecteurs, qui vont donc empêcher la reconnaissance par le foie, et vous allez avoir en rouge des vecteurs qui vont tourner beaucoup plus longtemps dans la circulation générale et qui, là où vous avez une tumeur, une réaction inflammatoire et donc un endothélium vasculaire beaucoup plus perméable, vous allez avoir ce que l'on appelle de l'extravasation sélective et de la vectorisation passive. On a vu tout ça au cours précédent. Maintenant, je voudrais vous illustrer ça avec un nanovecteur anticancéreux dont on n'a pas encore beaucoup parlé, dont on parle par ailleurs beaucoup dans la grande presse, ce sont les nanotubes de carbone. Alors, vous savez que les nanotubes de carbone, vous le voyez ici, ce sont des tubes qui ont bien entendu une taille nanométrique. Et donc dans cette publication qui est parue l'année passée dans Cancer Research, donc c'est un travail extrêmement récent, eh bien ces chercheurs, vous le voyez, ils ont en fait utilisé un phospholipide, donc qui est en fait de la phosphatidyl éthanolamine, que vous voyez ici en noir. Les deux chaînes d'acides gras permettent finalement d'ancrer, vous le voyez, le phospholipide dans la structure du nanotube de carbone. On a couplé ensuite, vous le voyez en bleu, à ce phospholipide, un polyéthylène glycol qui est en étoile. Vous voyez, on a en fait trois bras différents. Et au bout du polyéthylène glycol, eh bien, ces chercheurs, vous le voyez, ont couplé un médicament anticancéreux que vous voyez là, qui est un poison du fuseau. Cette fois-ci, ce n'est plus la doxorubicine, c'est un autre médicament, c'est le paclitaxel. Si vous prenez ces nanotubes de carbone, qui sont donc sur lesquels on a greffé ce médicament anticancéreux, et si vous mesurez la cytotoxicité in vitro en incubant avec des cellules cancéreuses, eh bien, vous voyez qu'in vitro, il n'y a pas de différence d'activité entre le Taxol incubé sous forme libre, en noir, le Taxol dans des nanotubes de carbone que vous voyez ici, en bleu, ou le Taxol pégylé, mais sans le nanotube de carbone, que vous voyez ici en vert. Pas de différence in vitro. Mais in vivo, différence relativement importante en termes de distribution et de pharmacocinétique. Encore une fois, vous voyez que ces nanotubes de carbone
vont induire en verre des concentrations plasmatiques beaucoup plus importantes, simplement parce que, vous le voyez, on a en bleu les polyéthylènes glycols qui vont empêcher l'opsonisation et qui vont permettre effectivement d'avoir des vecteurs furtifs. Et comme corrélation, vous allez avoir, vous le voyez toujours ici en vert, des concentrations très augmentées au niveau des tumeurs. Tout ça, évidemment, par rapport en rouge au paclitaxel pégylé, mais sans le nanotube de carbone, et en noir, le paclitaxel ou le Taxol, qui est sous forme libre. Alors tout ceci va se traduire par une activité anticancéreuse tout à fait spectaculaire. Encore une fois, qu'est-ce qu'on va faire? On va greffer, alors ici c'est un modèle de cancer tumoral, de cancer du sein, qui est greffé donc, par voie sous-cutanée chez la souris. Et vous voyez très très bien l'évolution de la masse tumorale ici chez les animaux non traités et chez les animaux traités par les nanotubes de carbone sans médicaments. Vous voyez que le nanotube de carbone en tant que tel n'a absolument aucune activité. En violet, si vous traitez par voie intraveineuse par le nanotube de carbone qui contient le polyéthylène glycol et au bout du polyéthylène glycol le paclitaxel, vous voyez que vous allez avoir une réduction considérable de l'évolution de la masse tumorale. Et que cette réduction sera plus importante que lorsque vous injectez d'une part le Taxol sous forme libre, ou même si vous injectez le Taxol associé au polyéthylène glycol et associé aux phospholipides, que vous voyez ici en vert. Donc vous voyez que le fait de présenter ce Taxol, cet anticancéreux, sous forme de nanotube, donc sous forme, je dirais, particulière, va vous donner une amélioration considérable de l'activité thérapeutique. Alors je vous dis tout de suite, on a parlé au cours précédent de toxicologie, qu'actuellement, il est évident que les nanotubes de carbone ne sont pas réellement des matériaux biodégradables et donc que se pose quand même encore toujours la question du passage de ce type de matériaux à une application humaine. Dernière fonctionnalité dont on peut équiper finalement la couronne, c'est avec, je dirais, des molécules qui vont permettre d'adresser le nanovecteur à l'échelle moléculaire au niveau de la cellule. Alors pour cela, on peut utiliser, vous le voyez, des anticorps, on peut utiliser des peptides, on peut aussi utiliser des petites molécules comme des vitamines ou des hormones. Alors je vais vous donner un exemple, cette fois-ci pour changer un peu. On a vu les nanoparticules, on a vu un exemple avec des micelles, on a vu un autre exemple avec des nanotubes de carbone, mais ici ce sont des liposomes. Et ce sont des liposomes, vous le voyez, que l'on a équipés avec un anticorps monoclonal qui est le G2D, qui est en fait un dicyaloganglioside et qui est un anticorps contre le dicyaloganglioside. Vous savez que le GD2 est je dirais un marqueur tumoral, c'est un dicyaloganglioside qui est hyperexprimé au niveau des tumeurs neuroectodermiques. Donc c'est vraiment un marqueur tumoral. Et donc, ce que l'on a fait, c'est qu'on a équipé ces liposomes avec des anticorps anti-GD2 pour reconnaître les cellules tumorales et pour éviter de reconnaître, bien sûr, les cellules normales. Et on a encapsulé dans ces liposomes un dérivé de l'acide rétinoïque, qui est un médicament anticancéreux, mais qui rentre très mal tout seul dans les cellules. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a d'abord regardé l'influx, c'est-à-dire, avec ces cellules tumorales, on a regardé l'influx, c'est-à-dire la pénétration intracellulaire. D'une part de l'acide rétinoïque seul, vous voyez, qui rentre, mais pas des masses, et puis l'acide rétinoïque associé aux immunoliposomes, vous voyez qu'on va augmenter la pénétration intracellulaire. Il faut bien savoir, et on oublie souvent de le dire, que si vous augmentez la pénétration intracellulaire, mais si par ailleurs votre molécule ressort tout aussi vite de la cellule, vous n'aurez pas d'activité thérapeutique. C'est la raison pour laquelle, dans la partie inférieure de la diapositive, on a étudié ce que l'on appelle non plus l'entrée, mais la sortie, c'est-à-dire l'efflux. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord faire rentrer les molécules, et puis on va tout simplement éliminer le milieu de culture avec le médicament qui n'a pas été absorbé, et on va réincuber les cellules dans du milieu de culture frais sans médicament. Et de cette manière-là, parce que vous allez avoir un gradient de concentration entre ce qui est rentré dans la cellule et ce qui est à l'extérieur, donc il n'y a pour le moment rien à l'extérieur, ça va forcer finalement le médicament à ressortir.
Donc on est un peu dans la situation, je dirais, de l'organisme où vous savez qu'avec 7 litres de sang, vous êtes dans ce que l'on appelle des conditions zinc avec une très grande dilution du médicament. Donc on étudie les flux. Eh bien, vous voyez que sous forme d'immunoliposome, eh bien, vous allez avoir un efflux qui est très largement ralenti par rapport à l'efflux qui est obtenu lorsque l'on a incubé l'acide rétinoïque sous forme libre. Et tout ceci, très clairement, va se traduire par une activité anticancéreuse in vivo tout à fait significative. Vous voyez que les animaux non traités, encore une fois, vous voyez, c'est toujours des modèles, ici c'est un modèle expérimental, donc bien sûr d'un neuroblastome, mais qui va induire des métastases, et les animaux en fait vont mourir non pas de leur neuroblastome, donc de la tumeur primaire, mais vont mourir des métastases. Et vous voyez que s'ils ne sont pas traités, ils vont mourir à peu près après, je dirais, vous le voyez, 70 jours. Vous voyez que si on les traite avec l'acide rétinoïque, ou le dérivé de l'acide rétinoïque sous forme libre, on n'aura pas de modification significative. Et vous voyez qu'au contraire, si on traite par les liposomes qui sont fonctionnalisés par les anticorps monoclonaux en surface et qui ont encapsulé l'acide rétinoïque, eh bien, on va guérir 100% des animaux. Une petite remarque quand même, vous le voyez ici, si on injecte les immunoliposomes sans acide rétinoïque, eh bien, on va également protéger à peu près 75% ou 80% des animaux parce que l'anticorps en tant que tel a une activité antitumorale. Et ça, c'est un autre message des nanomédicaments, c'est qu'on peut aussi associer finalement une molécule anticancéreuse qu'on va encapsuler avec un ligand qui va avoir une activité à la fois de reconnaissance, mais aussi une activité thérapeutique, comme on peut le faire avec des anticorps monoclonaux, dont certains, comme l'Herceptine, par exemple, vous le savez, sont sur le marché à l'heure actuelle. Vous l'avez vu, on peut donc équiper ces nanovecteurs, ces nanotechnologies, de toute une série de fonctionnalités, encapsulation de plusieurs molécules, réponse à un stimuli externe, capacité de faire de l'imagerie, furtivité, reconnaissance à l'échelle moléculaire. Eh bien, ce que l'on peut faire aussi maintenant, c'est de développer des nanovecteurs dits multifonctionnels qui vont associer finalement maintenant plusieurs fonctionnalités. Et c'est ce que nous appelons le concept de nanotéragnostic dont je vous ai parlé aussi à l'occasion de la leçon inaugurale. Mais ici, je voudrais détailler un petit peu plus ce concept sur un travail extrêmement intéressant qui a été fait avec des nanoparticules d'oxyde de fer qui sont cette fois-ci multifonctionnelles. Qu'est-ce qui a été fait dans ce travail? Eh bien, tout d'abord, on a utilisé, vous le voyez ici, c'est le cœur de la particule, des nanoparticules d'oxyde de fer. Alors, vous savez que les nanoparticules d'oxyde de fer vont donner un signal en imagerie, en IRM. Il va y avoir une diminution de ce que l'on appelle le signal T2 en IRM. Donc, on équipe ces particules d'oxyde de fer pour avoir un signal en imagerie. Ensuite, pour stabiliser la particule, c'est ce que vous voyez ici en vert, on va recouvrir la particule de dextran qu'on va réticuler. Le dextran, c'est un polysaccharide qu'on va réticuler. On va coupler au dextran, vous le voyez, ces petites chaînes. Alors maintenant, vous qui avez l'habitude de suivre les cours, vous reconnaissez immédiatement que ce sont des polyéthylène glycols pour éviter la capture par le foie. Et au bout de ces chaînes de polyéthylène glycol, vous voyez le petit Y ici en vert, eh bien c'est un peptide qu'on appelle le peptide F3, c'est un peptide de 31 acides aminés et qui est capable de reconnaître certains récepteurs tumoraux, en particulier, on va le voir, au niveau des gliomes. Et puis, à l'intérieur de ce réseau de dextran, on va piéger, vous le voyez, un agent photosensibilisant qui est en fait la photophrine. Pourquoi la photophrine? Eh bien parce que quand on va irradier cette structure nanoparticulaire, ce nanovecteur avec un rayon laser, eh bien vous voyez qu'on va produire des oxygènes cinglés qui vont faire des dommages tissulaires extrêmement importants au niveau évidemment du tissu cancéreux, au niveau des cellules cancéreuses. Alors vous voyez comment apparaissent ces nanoparticules en microscopie électronique à balayage, et vous voyez qu'elles ont une taille grosso modo relativement bien centrée sur une quarantaine de nanomètres. Alors, première expérience qui est assez intéressante, qui a été faite in vitro, cette fois-ci sur des cellules cancéreuses.
Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a incubé, vous le voyez, d'abord d'une manière très courte pendant 5 secondes, vous voyez, c'est très rapide, les nanoparticules non fonctionnalisées par le peptide F3, je reviens sur mon schéma, ce sont des nanoparticules qui n'ont pas le récepteur, le ligand F3, c'est cette colonne-ci, et puis on a incubé, bien sûr, avec les cellules cancéreuses, les nanoparticules qui sont équipées du ligand de reconnaissance F3. Et on a incubé ces cellules avec de la calcéine. Alors il faut savoir que la calcéine, c'est un colorant fluorescent qui rentre dans les cellules quand elles sont vivantes. Et avec également de l'iodure de propidium qui est rouge et qui rentre dans les cellules seulement quand elles sont mortes. L'iodure de propidium est incapable de rentrer dans les cellules vivantes. Alors vous voyez très très bien qu'après 5 secondes, quand on a incubé les deux types de nanoparticules, eh bien vous voyez que toutes les cellules sont vivantes, elles sont vertes. Alors 5 secondes, ce n'est pas beaucoup, vous allez me dire. Donc on va attendre 4 heures. Après 4 heures, eh bien, toutes les cellules sont vertes, c'est-à-dire que les cellules sont vivantes, les cellules cancéreuses sont vivantes, les nanotechnologies fonctionnalisées ou non fonctionnalisées n'ont pas eu d'effet anticancéreux. En bas, par contre, ce que l'on va faire, c'est qu'on va incuber 4 heures, mais après 4 heures, on va irradier par un rayon laser pour activer la photophrine et pour induire donc la libération d'oxygène cinglé. Qu'est-ce qu'on voit? Quand les nanoparticules sont fonctionnalisées par le ligand peptidique de reconnaissance, toutes les cellules deviennent rouges, elles sont mortes, et vous voyez qu'il n'y a plus de cellules vertes. Par contre, si ces nanoparticules ne sont pas fonctionnalisées, vous voyez qu'à ce moment-là, très clairement, il n'y a pas de cellules mortes, il n'y a que des cellules vivantes, tout simplement parce que la nanoparticule, le nanovecteur, a besoin d'avoir son ligand pour rentrer dans la cellule et pour donc induire les dégâts collatéraux, si je puis m'exprimer ainsi, quand ensuite on fait de l'irradiation laser. Alors maintenant, appliquons ce concept aux gliomes. Alors vous savez que les gliomes, c'est quand même une tumeur qui pose des problèmes considérables parce qu'on a très difficile à traiter ces tumeurs. Le prognostic est de quelques dizaines, d'une à deux, de 10 à 20 mois, suivant l'histologie de départ. Et donc, il est intéressant de pouvoir aller vectoriser des médicaments efficaces au niveau des gliomes cérébraux. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que c'est la notion de nanotéragnostic, parce que vous l'avez vu, on a un médicament anticancéreux qui est la photophrine, mais on a aussi de l'oxyde de fer qui va nous permettre de faire de l'imagerie du cerveau, de diminuer le signal T2, qu'on a exprimé, vous le voyez ici, par une coloration. Plus on va vers le rouge, plus on peut dire qu'on a une imagerie forte en RMN. Alors ça, c'est le cerveau des animaux qui ne sont pas traités. Ben, vous voyez qu'on ne voit pratiquement pas, enfin il y a de très faibles colorations du gliome. Ensuite, on va, vous le voyez, en D, simplement faire de l'irradiation laser. On ne voit pas beaucoup plus. Il y a quelques petites zones rouges, mais elles sont très faibles. Ensuite, en E, vous le voyez, on va administrer la photophrine par voie intraveineuse, mais sous forme libre, et on va bien sûr irradier au laser. Alors, vous voyez qu'on voit quand même apparaître de manière plus précise un certain nombre de petits dégâts. Ensuite, on va injecter les nanoparticules, mais sans le ligand F3 de reconnaissance, et on va irradier au laser. Vous voyez ce que l'on a, mais vous voyez qu'on a, je dirais, la diffusion la plus importante des nanoparticules dans le gliome en termes d'imagerie, très clairement, quand on injecte les nanoparticules qui sont fonctionnalisées par le peptide F3, qui contiennent bien sûr les oxydes de fer pour pouvoir voir le gliome, la photophrine et l'irradiation au laser. Et ce qui est tout à fait intéressant dans ce travail, c'est que même si on attend 40 jours, eh bien vous voyez qu'après 40 jours, on voit encore une diminution considérable du signal T2 en imagerie, ce qui veut dire que les particules sont encore présentes et font encore des dégâts avec la photophrine. Et donc ces auteurs ont regardé la relation qu'il y avait entre d'une part le coefficient de diffusion dans la tumeur et d'autre part la survie des animaux. Et c'est clairement les nanoparticules équipées, je dirais, du ligand F3 avec la photophrine et irradiées au rayon laser qui donnent, je dirais, une meilleure survie des animaux qui ont été traités de cette manière. Alors vous voyez qu'ici, c'est la notion de nanotéragnostic,
parce qu'on associe vraiment, d'une part, vous le voyez, de l'imagerie, on peut suivre le traitement, on peut voir si le traitement est efficace, et d'autre part, étudier l'activité thérapeutique en termes de mortalité des animaux. Et ceci, comme je le disais à la leçon inaugurale, ouvre la voie à la médecine personnalisée, parce que vous allez pouvoir traiter un patient, si on transpose ça à l'échelle de la clinique, vous allez pouvoir traiter un patient, suivre l'évolution, je dirais, de sa tumeur, voir si le vecteur va se concentrer dans la tumeur. Si ce n'est pas le cas, vous arrêtez le traitement, ce n'est pas la peine de faire des dommages inutiles. Si c'est le cas, on va continuer le traitement. Je voudrais terminer ce cours en vous parlant d'une technologie dont j'ai également fait allusion déjà, qui est biomimétique, qui a été développée très récemment dans notre laboratoire et qui concerne l'application aux anticancéreux via la technologie de squalénisation. Alors, vous l'avez vu au niveau de tout ce que je vous ai expliqué jusqu'ici, il y a quand même des progrès considérables qui ont été faits dans le traitement expérimental des cancers, et pourtant, je vous le disais, il n'y a qu'à peu près une dizaine de nanomédicaments sur le marché, notamment dans le domaine du cancer, mais il n'y en a pas plus. Alors que les technologies évoluent, qu'il y a un nombre considérable, évidemment, de publications. Et on peut se dire qu'en fait, s'il n'y a pas plus de nanomédicaments sur le marché, bon, il y en a quand même, n'exagérons pas, mais s'il n'y en a pas plus, c'est qu'il y a quand même des verrous technologiques. Et ces verrous technologiques sont au nombre de 2. Le premier, c'est ce que l'on appelle le burst release. C'est les anglo-saxons qui appellent ça le burst release, c'est-à-dire une libération du médicament qui n'est pas contrôlée par la cible pharmacologique. En d'autres termes, le médicament va être libéré avant de pouvoir atteindre la tumeur, avant de pouvoir atteindre le tissu cancéreux. Pourquoi? Parce que jusqu'ici, je vous ai fait un petit schéma qui trichait un petit peu. Je vous ai dit, on encapsule le médicament dans la nanotechnologie. Ce n'est pas tout à fait vrai. Vous avez une fraction qui est encapsulée, mais vous avez, vous le voyez, une fraction du médicament qui est adsorbée. Et cette fraction du médicament qui est adsorbée, quand on va injecter cette nanotechnologie par voie intraveineuse, eh bien, ce médicament va être immédiatement désorbé et il va être, je dirais, libéré immédiatement dans le torrent circulatoire avant de pouvoir atteindre le site d'action. C'est donc une libération immédiate non contrôlée par la cible pharmacologique. L'autre limitation, c'est le taux de charge. Le taux de charge, c'est quoi? C'est combien de milligrammes de médicament est vectorisé par combien de milligrammes de polymères ou de lipides. Eh bien, quand on atteint un taux de charge de 5%, en général, on est content, c'est-à-dire 5 mg de médicaments. C'est le cas, par exemple, du médicament qui était développé par BioAlliance, dont je vous ai montré au début du cours. C'était à peu près 5% de charge. 5 mg de doxorubicine pour 100 mg de matériel vecteur. Alors ça, c'est un gros problème, parce que souvent, vous n'allez pas atteindre les concentrations thérapeutiques au niveau du site d'action. Et évidemment, c'est un problème, parce que dans ce cas-là, vous aurez un nanomédicament qui va être peu efficace ou inefficace. Alors vous allez me dire, mais on peut injecter plus. Mais si on injecte plus, on va devoir injecter des grandes quantités de matériel vecteur, puisque pour 5 mg de médicaments, vous allez injecter 100 mg de matériel vecteur. Le matériel vecteur, on l'a vu au deuxième cours, il va rentrer dans les cellules, il va aller dans les lysosomes, dans les endosomes. Il va y avoir de l'accumulation de ce matériel vecteur et donc de la toxicité et donc des effets secondaires. Et donc, vous voyez qu'on a réellement un problème technologique qui est celui de charger des quantités suffisantes de médicaments dans cette toute petite nanotechnologie d'une centaine de nanomètres. Et nous, d'une certaine manière, on a développé un concept que j'appelle biomimétique, qui est celui, pourquoi biomimétique, vous allez voir pourquoi je l'appelle comme ça, qui est celui de la squalénisation. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est d'utiliser le squalène. Pourquoi le squalène? Parce que vous savez que le squalène, d'abord, c'est un lipide naturel, non toxique, que nous avons tous dans notre organisme. Nous avons tous, au niveau de la peau, par exemple, des quantités considérables de squalène. C'est un précurseur de la biosynthèse du cholestérol. Mais ce squalène, pour être transformé en cholestérol, il doit être cyclisé. Vous voyez, pour ceux qui connaissent un petit peu la chimie, c'est une structure, ici c'est l'acide squalénique, c'est un cholestérol ouvert. Donc, pour être transformée en cholestérol, eh bien, cette molécule doit être cyclisée. Et pour cela, elle doit rentrer dans la poche hydrophobe d'une enzyme qu'on appelle l'oxydosqualène cyclase. Et pour pouvoir rentrer dans la poche hydrophobe de cette enzyme, eh bien, le squalène il va adopter une conformation moléculaire extrêmement condensée, extrêmement compacte. C'est une conformation naturelle qu'il va adopter dans la nature. Et nous, on s'est dit, eh bien, on va utiliser finalement cette conformation naturelle du squalène
compacte pour coupler le squalène à un médicament anticancéreux qui est la gemcitabine. Or, la gemcitabine, vous le voyez, c'est un analogue nucléosidique, qui est un anticancéreux majeur qui est prescrit en première intention, mais avec malheureusement peu d'activité dans le cancer du pancréas. Pourquoi avec peu d'activité? Eh bien parce que les analogues nucléosidiques se caractérisent souvent par une métabolisation rapide, et en particulier, vous le voyez ici, le squalène va être désaminé par les désaminases plasmatiques et va être transformé en difluorouracile totalement inactif. Et c'est d'ailleurs pour ça que, vous le savez, en clinique, les patients qui sont traités par de la gemcitabine, à cause de ce phénomène de désamination, eh bien, on doit les mettre sous perfusion de manière à avoir des concentrations plasmatiques constantes en gemcitabine. Donc, problème, hydrolyse, enfin pas hydrolyse, déamination de la fonction aminée. Deuxième problème, c'est que la gemcitabine est une molécule relativement hydrophile, comme tous les analogues nucléosidiques, et donc elle diffuse mal à travers les barrières biologiques, et en particulier ne rentre pas dans les cellules, sauf par transport actif. Et puis, ces molécules induisent des résistances. Alors l'idée qu'on a eue, ça a été de coupler, vous le voyez, l'acide squalénique sur la fonction aminée de la gemcitabine pour protéger cette fonction aminée de la dégradation, former le bioconjugué qu'on appelle la gemcitabine squalène. Et bien, de manière très curieuse, quand vous prenez ce bioconjugué et que vous le mettez dans de l'eau, il va s'auto-organiser sous forme de nanoparticules d'une centaine de nanomètres. Et si maintenant vous faites le rapport des poids moléculaires de la partie squalène, qui est la partie vecteur, et de la partie gemcitabine, qui est la partie principe actif, eh bien vous voyez que, grosso modo, vous avez un pouvoir de charge qui n'est plus de 5%, mais qui est de 50%. En d'autres termes, les nanoparticules qui sont ici formées, eh bien, sont formées, comportent, si je puis m'exprimer ainsi, 50% en poids du principe actif et non plus 5%. Alors, ce n'est pas l'objet du cours d'aujourd'hui, mais on a montré qu'on pouvait appliquer ce concept de squalénisation à des tas d'autres molécules, en particulier, vous le voyez, le DDI, le DDC, qui sont des antiviraux, la thymidine, qui est un nucléoside tout à fait naturel. C'est donc réellement, vous le voyez, un concept, une plateforme qui peut s'appliquer à des tas de médicaments, mais on va se concentrer en ce qui nous concerne à la gemcitabine, puisque c'est un cours sur les anticancéreux. Alors tout d'abord, on s'est dit, mais pourquoi est-ce que le squalène s'organise de manière supramoléculaire pour former des nanoparticules? Eh bien, on a d'abord fait de la cryomicroscopie, vous le voyez ici, et on a vu qu'en réalité, ces molécules de gemcitabine squalène allaient s'auto-associer pour former des structures, vous le voyez, supramoléculaires organisées. Et vous voyez très bien qu'on a des plans réticulés parallèles qui sont en fait des colonnes parallèles, et donc on a réellement une organisation à l'intérieur du cœur de ces particules. Alors on a voulu étudier cette organisation supramoléculaire en zoomant, comme vous le voyez ici, et en faisant ce que l'on appelle de la diffraction rayons X aux petits angles, en utilisant le synchrotron Soleil. Ça permet, vous voyez ici, d'avoir des raies de diffraction, et vous le voyez, ces raies de diffraction confirment bien qu'on a une organisation supramoléculaire et que les molécules ne se mettent pas n'importe comment. Et en indexant ces raies de diffraction, eh bien, on a pu voir qu'on avait ce que l'on appelle des phases hexagonales. Phases hexagonales, c'est-à-dire que ces colonnes que vous voyez ici, eh bien, elles sont positionnées pas n'importe comment. Elles vont être localisées, vous le voyez, aux 6 angles de l'hexagone, et on peut même mesurer, vous le voyez, que la distance entre deux colonnes, que vous voyez ici, eh bien, est égale à 87 angstroms. Donc vous voyez que le squalène va induire finalement la formation de nanoassemblages qui vont, d'un point de vue structurel et par diffraction aux rayons X, former des phases hexagonales. Et par modélisation moléculaire, comme vous le voyez ici, on a même pu montrer que c'était des phases hexagonales inverses, c'est-à-dire que la partie squalène de la molécule est orientée vers l'extérieur des colonnes et la partie gemcitabine, vous voyez en jaune les 2 atomes de fluor, vers la partie inférieure. Alors, est-ce qu'on règle notre problème biopharmaceutique de protection de cette molécule? Eh bien oui, vous voyez très très bien que si on incupe les nanoparticules de gemcitabine squalène dans du plasma, on est parfaitement stable. La gemcitabine est protégée. Si on incupe la gemcitabine sous forme libre, vous le voyez ici, eh bien, elle va être très rapidement dégradée par désamination.
Alors vous allez me dire, mais comment est-ce que la gemcitabine va être libérée maintenant? Eh bien, en fait, elle va être libérée non plus par effet burst, vous le voyez dans le torrent circulatoire, mais parce qu'on a identifié des enzymes intracellulaires qui sont, vous le voyez, les catepsines B et D, et qui vont en fait induire, vous le voyez, l'hydrolyse de la fonction amide entre la partie squalène entre la partie squalène qui est ici, et la partie gemcitabine qui est ici. Et vous voyez très bien que si vous incubez des cellules, des extraits cellulaires contenant des catepsines B et D, vous allez avoir là une activation de la prodrogue avec libération de la gemcitabine. Alors pourquoi est-ce qu'on a choisi une liaison amide? Eh bien tout simplement parce qu'il faut savoir que la catepsine B et D sont des enzymes qui sont hyperexprimées à l'intérieur des cellules cancéreuses. Et donc vous voyez qu'ici, on a réglé ce deuxième verrou qui est simplement d'induire la libération de la gemcitabine, non plus de manière incontrôlée, mais au contraire de manière contrôlée par la cible. Et vous voyez qu'in vivo, ça marche très bien, parce qu'en effet, si on injecte maintenant ces nanoparticules de gemcitabine squalène par voie intraveineuse, eh bien vous voyez qu'en bleu, vous allez avoir des concentrations plasmatiques qui vont être à peu près 100 fois supérieures aux concentrations plasmatiques qui vont être obtenues après injection de la gemcitabine sous forme libre, tout simplement parce que la gemcitabine sous forme libre est désaminée. Alors, malheureusement, je comptais vous parler des problèmes de résistance, mais je vois que le temps passe et je n'en aurai pas le temps. Je vais vous montrer quand même ce que ça donne comme résultat sur le plan thérapeutique et notamment dans le cadre du traitement du cancer du pancréas. Alors, vous savez que le cancer du pancréas, c'est un cancer qui a un très mauvais prognostic. Et en fait, ce travail a été fait en collaboration avec l'équipe d'Adjiri à l'Université de Strasbourg. C'est une équipe INSERM qui est une unité qui est absolument spécialisée dans le traitement du cancer du pancréas. Et donc, ils ont un modèle qui est extrêmement intéressant, qui est un modèle de tumeur humaine, donc c'est la tumeur qu'on appelle PANC1, et qui va être greffée sur des souris xénogreffées, mais en modèle orthotopique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, jusqu'ici, je vous avais parlé des modèles anticancéreux où on greffait les cellules tumorales par voie sous-cutanée. Ici, on va faire autrement. Je vais vous dire comment on va faire. On va prendre les animaux de laboratoire, les souris, on va les ouvrir, on va sortir le pancréas, on va greffer, on va injecter les cellules tumorales dans la tête du pancréas, on va refermer les souris, et après un certain temps, après environ une trentaine de jours avant qu'elles ne meurent, eh bien, on va mesurer, vous le voyez, le volume tumoral. Vous voyez le volume tumoral des souris contrôle, c'est-à-dire celles qui n'ont pas été traitées. Volume tumoral important. Si vous traitez ces souris par des nanoparticules de squalène, sans gemcitabine, vous voyez que les nanoparticules de squalène n'ont aucune activité d'inhibition de la tumeur qui est localisée cette fois-ci dans le pancréas, tumeur humaine. Si vous traitez par la gemcitabine sous forme libre, par voie intraveineuse, vous avez un petit effet anticancéreux qui correspond bien à ce qui se passe en clinique. On sait que le Gemsar a une activité dans le cancer du pancréas, mais malheureusement, elle est relativement faible. Et vous voyez que si vous traitez par la même dose de nanoparticules de gemcitabine squalène, 15 mg par kilo, eh bien vous allez réduire de manière tout à fait considérable le volume tumoral. Alors ça, on mesure l'évolution de la tumeur donc au niveau du pancréas sur un lot de souris. On va garder un autre lot de souris où on va simplement enregistrer la survie des animaux, voir si on les guérit ou si on ne les guérit pas. Alors vous voyez que les animaux contrôle non traités vont mourir à peu près après une trentaine de jours. Ceux traités avec les nanoparticules de squalène sans le médicament anticancéreux, idem. Si vous traitez par la gemcitabine sous forme libre, vous voyez que vous allez augmenter un petit peu la survie des animaux, quand même d'à peu près 40% la survie des animaux, qui vont mourir, vous le voyez, à peu près après 50 jours et non plus après 30 jours. Et vous voyez que si vous traitez ces animaux par voie intraveineuse, par la même dose de nanoparticules de gemcitabine squalène, c'est ce que vous voyez ici, eh bien vous allez guérir à peu près, vous allez avoir 70% de survivants à long terme, c'est-à-dire que vous allez guérir 70% des animaux sur un modèle de tumeur humaine à greffage au niveau du pancréas. Alors, on ne fait pas que voir la survie des animaux, mesurer le volume tumoral, on va aussi regarder le pourcentage
de cellules apoptotiques, c'est-à-dire que sur un autre lot de souris, on va prélever les cellules tumorales et on va mesurer, vous le voyez, le pourcentage d'apoptose, c'est-à-dire de début de la mort cellulaire. Vous voyez que les cellules tumorales, il n'y a pratiquement pas d'apoptose pour les animaux non traités. On voit apparaître de l'apoptose pour les animaux traités par la gemcitabine sous forme libre. Et vous voyez que les nanoparticules de gemcitabine squalène, eh bien, vous avez à peu près 60% des cellules tumorales qui entrent dans la voie de l'apoptose. Et vous savez qu'une des voies de signalisation de l'apoptose, c'est la voie de la caspase 3. Donc, qu'est-ce que l'on a fait? On a prélevé au niveau de ces animaux la tumeur au niveau de la tête du pancréas. On a fait de l'immunohistochimie avec un anticorps monoclonal qui va marquer les cellules qui ont une forte activité apoptotique par la voie de la caspase 3. Vous voyez qu'il n'y a pas d'apoptose pour les animaux contrôle, il n'y a pas d'expression de la caspase 3 pour les animaux contrôle, pas beaucoup plus pour les animaux traités par la gemcitabine sous forme libre. Et vous voyez ici en brun, il faut de bons yeux, mais vous pouvez me faire confiance, vous avez un nombre considérable de cellules qui entrent en apoptose par la voie de la caspase 3. On a regardé aussi l'antigène nucléaire Ki67. L'antigène nucléaire Ki67, c'est un antigène qui, normalement, dans les cellules qui ne sont pas en prolifération rapide, sont localisées au niveau du noyau. Quand vous avez des cellules en division et en prolifération rapide, eh bien, cet antigène va s'exprimer sur la membrane des cellules. Et donc, vous allez, en immunohistochimie, pouvoir le voir. Ce sont les cellules qui sont marquées ici en rouge. Vous voyez qu'il y a beaucoup de cellules qui expriment l'antigène nucléaire, c'est-à-dire qui sont en prolifération, chez les animaux qui sont non traités ou traités par les nanoparticules de squalène pur. On va diminuer un petit peu l'expression de cet antigène nucléaire chez les animaux traités par le Gemsar, par le médicament qui est actuellement sur le marché. Et vous voyez qu'avec les nanoparticules de gemcitabine squalène, on n'a pratiquement plus de cellules qui sont en multiplication rapide au niveau de la tête du pancréas. On a confirmé par effet tunnel, vous le voyez, ce sont les cellules qui apparaissent en points fluorophores, on a confirmé qu'on avait énormément, effectivement, de cellules qui entraient en apoptose avec les nanoparticules de gemcitabine squalène. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, mesdames et messieurs, à savoir que les nanomédicaments, c'est réellement une approche innovante pour le traitement du cancer. Pour le traitement du cancer, parce que vous l'avez vu avec la gemcitabine, vous l'avez vu dans d'autres exemples, l'encapsulation ou l'association à des nanovecteurs permet de protéger clairement le médicament de la métabolisation. Quand vous équipez la couronne avec des ligands, avec des polymères pour la furtivité, eh bien vous pouvez réaliser un ciblage tumoral à la fois à l'échelle cellulaire et à l'échelle tissulaire. Vous pouvez aussi, et ceci est intéressant et ouvre des perspectives considérables pour l'avenir, finalement prendre des vieux médicaments dont on sait qu'ils rentrent mal dans les cellules, mais qu'ils tapent sur des cibles cellulaires différentes, associer ces médicaments entre eux et faire ce que l'on appelle de la thérapeutique anticancéreuse potentialisatrice, c'est-à-dire avec plusieurs molécules qui vont agir sur des cibles différentes, mais associées dans une même nanotechnologie. Ces nanotechnologies, vous l'avez vu notamment en ce qui concerne les résistances MDR, permettent de contourner des phénomènes de résistance quand elles sont présentées sous forme de nanoparticules. Et enfin, et c'est une perspective d'avenir importante aussi, les chercheurs peuvent maintenant associer dans une même nanotechnologie à la fois, je dirais, des fonctionnalités de thérapeutique et des fonctionnalités d'imagerie et de diagnostic, ce qui permet de faire ce que nous appelons du nanotéragnostic et qui ouvre la porte à la médecine personnalisée. Je vous remercie pour votre attention.